jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un vin à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Joyeuse Pâques avec Kinder Joy et son pack surprise. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce programme Sacrés Parents que vous connaissez. Je vous présente Divin. Il va être avec nous tout au long de l'émission. Il sera le point central, le point focal de l'émission avec ce thème qui est l'épilepsie chez l'enfant. Donc Divin sera avec nous et il y a également sa maman qui n'est pas très loin, vous imaginez bien. Comme d'habitude, dans votre plateforme pour les parents et ceux qui veulent en avoir des enfants, nous avons maman Élise qui est en train de nous préparer quelque chose de plutôt sweet, plutôt doux, très agréable, vous allez le découvrir tout à l'heure. Le futur papa viendra sur le plateau présenter, il a des trucs et astuces. Je pense que c'est bien de cela qu'il s'agit à nous proposer aujourd'hui. La question EDOC, comme d'habitude. Et en fin d'émission, donc, les petits génies, la vidéo des exploits de vos chérubins que nous nous invitons à regarder. Et puis si vous voulez nous envoyer des éléments et que vous cherchez à nous retrouver sur Facebook, regardez cet élément, on se retrouve juste après. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Voilà, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, il s'agit de Divin. Divin est le deuxième d'une fratrie de 3, des enfants qui nous viennent de Sidonie. Oui. Sidonie. Ouais. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci. Donc, Divin a cette particularité qu'il est épileptique. D'accord. Donc, nous allons parler ensemble de ton vécu, de comment est-ce que tu as découvert la maladie, comment est-ce que tu le suis et comment tu vis la maladie au quotidien. C'est bien ça? Ok, madame. D'accord. Alors, non, pas madame, on va alléger les choses, Doris. D'accord. C'est beaucoup mieux. Alors, à côté, nous avons le docteur Noël Ndjouakeb. Bonjour. Bonjour. Comment va, doc? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Noël, vous êtes alors, je ne veux pas dire de bêtises, neuropédiatre. Tout à fait, je suis C'est pédiatre. bien ça, à l'hôpital La Quintini. Voilà, oui. à La Quintini, à l'hôpital La Quintini de Douala. Tout à fait. Donc, c'est un sujet que vous traitez, ce type de maladie, vous les traitez en permanence? Oui, c'est une maladie qui fait partie, n'est-ce pas, de notre pain quotidien, si on peut ainsi dire. Étant une maladie très fréquente chez l'enfant, et faisant partie des causes fréquentes de consultation en neurologie pédiatrique, qui est notre spécialité. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais évidemment ne pensez pas que j'ai oublié maman Élise. Donc maman Élise, je vois des papayes. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? De la salade de fruits Doris. Salade de fruits, je vous avais dit que ça serait doux, et c'est vraiment le cas. Alors, salade de fruits, qu'est-ce qu'on a dans ta salade? Dans ma salade, tu as la pastèque, la papaye, d'accord, la banane et la mangue. Alors, pastèque, oui, papaye, banane et mangue. Ça va être très doux, Très doux. Pourquoi pas de l'ananas? Justement, c'est pour ça que je n'ai pas de l'ananas. D'accord. Ni l'orange. Pas d'orange, pas d'ananas. Parce que je voulais ça vraiment doux. D'accord. Pour la santé de l'enfant. Pour la santé de l'enfant. Donc, on va revenir sur ce point un petit peu plus tard. On te laisse continuer tranquillement. Bonne continuation. Évidemment, je suis la seule qui commence à goûter. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'aime dans cette émission. Donc, alors, je vous invite à regarder le casse-tête et on revient juste après pour en parler avec le docteur et Sidonie. Bon, l'épilepsie, peut-être c'est un manque de vitamines ou un manque manque de soins sur l'enfant. Ou peut-être une maladie qu'on a lancée parce que dans des villages, il y a des maladies souvent qu'on lance sur l'enfant. Ça fait comme ça peut monter sur le cerveau. Ça provoque une crise sur l'enfant, alors ça fait tomber l'enfant, ça lui fait sortir les salives. Le liquide qui soit pas la colonne vertébrale qui coule là, tu traverses ça ou bien tu touches ça, ça te prend.
Toi-même, tu vas tomber. En cas de crise d'épilepsie pour un enfant, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. En cas d'épilepsie d'un enfant, il faut seulement porter l'enfant et courir à l'hôpital. Parce que tu ne peux pas faire le médecin à la maison alors que toi, tu n'as pas fait ces métiers. Tu cours, tu pars à l'hôpital. C'est là qu'on va essayer de sauver la vie de cet enfant. Parce que si tu commences ta part à la maison, tu risques de perdre l'enfant. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. L'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. Parce que si on suit le traitement sur l'enfant, vite, ça va finir. Alors, Sidonie, comme je disais tout à l'heure, Divin est le deuxième. Ah oui, il est le deuxième. Donc tu en as 3. Oui. Alors, le premier, il a quel âge? Le premier a 6 ans. D'accord. Divin, lui, a 4 ans. D'accord. Et là, on a le dernier a 1 an, 7 mois. Alors, que des garçons? Non, il y a une fille. Ah, il y a une fille, l'aînée. L'aînée. L'aînée, c'est une fille. D'accord. Ah, ben c'est tant mieux. Comme ça, elle aide un petit peu à faire le ménage à la maison. Ok. Je suppose. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as découvert que Divin, il souffrait d'une maladie? Comment ça a commencé? Voilà. Raconte-nous un peu ton histoire. Bon, j'accouche Divin à l'hôpital de district de Neubel. D'accord. Un dimanche, il était 20h05. Dès qu'on prend l'enfant, je constate que l'enfant ne pleure pas. Ces dames l'ont couché là, l'ont laissé, et puis ce qu'il y avait coupure. C'est comment je vais dire, un stagiaire qui passait, je l'ai supplié, pardon, fais-moi pleurer le bébé qui est là. Il a donc porté l'enfant, après peut-être 15 minutes, il a réanimé, il a un peu pleuré. Le matin du jour, alors, ces dames m'ont demandé de sortir, qu'il n'y avait pas d'espace pour nous garder et qu'il n'y avait pas de pédiatre sur place. Bon, dès que nous sortons du portail, je constate que l'enfant est en train de bouger. Du côté gauche, il secouait la main et le pied. Alors ça, c'est un jour de la naissance? Un jour de la naissance, oui. J'ai dit donc à son père, regarde un peu comment l'enfant est en train de faire. Il me dit que qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je dis au point, c'est comme s'il était en train de convulser. Et entre-temps, puisque le sang sortait de sa bouche, donc bref, c'était de l'eau sale accompagnée du sang. Nous sommes partis à Immeuble Equinox à Saint-Pierre. Il y a une clinique là-bas, à Saint-Pierre. Quand nous arrivons, que le pédiatre de là a voyagé et qu'il fallait que nous partons à la Quintigny. C'est là où on arrive à la Quintigny, on rencontre d'abord le pédiatre Kaya. C'est lui qui prend encore l'enfant et réanime encore l'enfant pour la deuxième fois. Durant tout le trajet, là, l'enfant était en train de convulser. C'est étant à la Quintigny maintenant que Alexis Kaya prend Divin, essaye de lui réanimer dès qu'il repleure encore. Après, j'ai fait pratiquement, j'étais internée à la Quintigny, j'ai fait pratiquement 1 mois, 2 semaines. Dès que nous sortons, on rentre, il n'y avait plus de problème. Jusqu'à ce que Divin ait 1 an, 3 mois. Une nuit aux environs de 22h05, 22h05. Il était couché à côté de moi, je vois comment il fait la crise. Je sursaute maintenant, j'éclaire, je vois qu'il est en train de convulser. Je dis à mon mari, regarde, Curtis est en train de convulser. Il me demande comment tu reconnais que c'est la confusion. Je lui dis que non. Là où moi j'ai grandi chez mon oncle, j'avais ma cousine là, elle faisait ça. C'est là où moi je reconnais ça. Puisque je suis non d'une clinique là, de la place, on l'a amené là-bas. Les femmes là, l'ont injecté et puis il est revenu. Dès lors, maintenant, on m'a demandé de rencontrer un neurologue. C'est là où je suis allée à la Quintigny, on m'a confié le neurologue. Docteur, est-ce que ce manque du premier cri, les pleurs de bébé à la naissance, ce premier cri qu'on attend, qu'on a tant envie d'entendre, hein, pour après dire à l'enfant non, ne crie plus beaucoup, mais celui-là on veut l'entendre, est-ce qu'il peut être cause? Oui, merci de me poser la question. Dans le cas particulier de Divin, effectivement, l'enfant n'a pas crié à la naissance. N'ayant pas crié, il a dû être réanimé pour que, n'est-ce pas, il reprenne sa respiration. Et le temps de la réanimation est un temps qui est précieux pour le cerveau,
quand l'enfant n'écrit pas, le temps qu'il faut pour l'animer, le temps où le cerveau a une certaine souffrance, et il est possible que certaines parties du cerveau n'aient pas toléré ce temps de souffrance. Et par conséquent, certains d'entre ces enfants plus tard font des crises épileptiques et voilà, doivent être suivis au long cours. Dans ce cas particulier, effectivement, on peut affirmer que le fait qu'il n'ait pas crié à la naissance est un facteur au moins favorisant, sinon causal de son mal. D'accord, donc là on a identifié la cause. Est-ce qu'il peut arriver, enfin, c'est pas ce qu'on l'on souhaite, mais quelles peuvent être les autres causes de l'épilepsie? Oui. Alors, les causes sont nombreuses, effectivement. Nous sommes en pédiatrie, bien sûr, et les causes sont nombreuses, comme je l'ai dit. Très souvent, chez l'enfant, il y a des causes qu'on peut grouper en termes de maladies génétiques, par exemple. Le premier groupe de causes, il y a certaines maladies génétiques qui, chez l'enfant, ont comme conséquence la présence fréquente des crises épileptiques. Il y a chez l'enfant également, parmi les causes qu'on peut citer, certaines infections que la maman a eues pendant la grossesse. La mère étant enceinte, il y a certaines infections qu'elle peut attraper, qu'elles soient reconnues ou non, et qui passent inaperçues chez elle. Et chez l'enfant qu'elle porte, ça touche certains organes, en particulier le cerveau. Par exemple, on peut citer les infections à CMV, la toxoplasmose, la rubéole, même la syphilis, et sans oublier le fameux VIH qui est reconnu comme étant cause chez l'enfant dans le ventre d'atteindre le cerveau. Certaines peuvent être, n'est-ce pas, de plusieurs natures qui ont comme conséquence plus tard les crises épileptiques. Ça, c'est les causes que la maman peut avoir attrapées durant la grossesse. Dans la naissance, maintenant, l'enfant peut naître, comme on a dit pour le cas de Divin, il n'écrit pas. L'enfant n'écrit pas, on le réanime longtemps pour qu'il commence à crier. Le temps d'animation, quand il est très long, l'enfant peut avoir comme conséquence plus tard, n'est-ce pas, des crises épileptiques. Autre cause qu'on peut avoir chez l'enfant sont les malformations du cerveau. Quand l'enfant est conçu, les organes se forment au fur et à mesure, et le cerveau étant un organe très délicat, très sensible, il peut arriver que l'enfant se forme avec des malformations du cerveau. Il y a plusieurs types de malformations qu'on n'a pas citées ici, mais toujours est-il que ces enfants qui ont des problèmes de malformations peuvent plus tard avoir des problèmes de convulsions, etc., etc. Donc chez l'enfant, il y a beaucoup de causes. Et l'enfant qui est déjà né et qui commence à grandir peut aussi avoir un problème de traumatisme crânien. Un accident de la circulation, par exemple, peut toucher le cerveau de l'enfant. Et cet enfant, plus tard, longtemps après, plusieurs années après, il peut avoir des crises épileptiques. Voilà. Et sans oublier que chez l'enfant, il y a un grand nombre de cas où on n'a pas de cause. Chez les enfants, il y a des cas où on n'a pas de cause. On fait toutes les recherches possibles, les scanners, les IRM, on ne verra aucune cause. On appelle cela les enfants qui ont, n'est-ce pas, une épilepsie de cause idiopathique. La cause n'est pas connue. D'accord. Mais n'empêche que on doit les traiter également comme les autres enfants. Tout à fait. Qui ont une cause. Voilà. Mais on va quand même préciser une chose. Le geste qu'elle a eu, de l'emmener directement chez le médecin, est-ce que c'est automatiquement ce que vous conseillez ou bien quand on se retrouve face à une situation de crise, et surtout que si c'est subite, elle avait quand même un souvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est une question très importante. C'est une situation qui est souvent très stressante pour l'entourage, pour la maman et bien pour l'entourage. Et la première chose à faire, c'est qu'il faut se calmer soi-même d'abord. La maman doit se calmer, ne pas paniquer, c'est très important. Et prendre le temps de mettre l'enfant en position de sécurité. Si c'est des crises qui sont, par exemple, des mouvements cloniques avec les yeux qui révulsent, elle doit mettre l'enfant en position de sécurité, le déshabiller, empêcher qu'il chute sur un objet blessant, par exemple, mettre la tête en extension et coucher sur le côté et le bloquer pour que la voie respiratoire soit dégagée, que l'enfant respire normalement, etc. Se calmer et puis appeler peut-être au secours, qu'on l'amène donc dans un centre médical le plus proche qui va donc essayer d'arrêter la crise d'abord, puis faire une prise en charge approfondie plus tard. Mais pour les grandes personnes, les enfants plus grands, les adolescents qui font des crises, elles peuvent d'abord attendre que la crise passe. Parce que souvent, elles sont brèves. Elles attendent que la crise passe, et quand la crise va s'arrêter, elles prennent le temps d'amener l'enfant à l'hôpital. Il faut surtout éviter de mettre des objets dans la bouche de l'enfant, sous prétexte de vouloir éviter que l'enfant morde la langue, parce que c'est ce qu'on fait souvent, mais qui n'est pas très utile, qui est même dangereux. Mettre l'enfant en sécurité, tête en extension, tourner sur le côté, et ne rien mettre dans la bouche comme objet
pouvoir, n'est-ce pas, même blesser l'enfant. Et attendre quand même que la crise passe, et on a le temps d'emmener l'enfant à l'hôpital, appeler son pédiatre ou son médecin. Et voilà, la prise en charge sera faite en temps normal. Autre chose qu'il faut aussi éviter, par exemple, dans nos traditions, on a souvent entendu des gens dire que quand l'enfant fait une crise de cette nature-là, il faut plonger la tête dans les WC, parce que, disent-ils, ça fait que la crise s'arrête. C'est entièrement faux. Il faut éviter toutes ces mesures-là. Par contre, si l'enfant fait de la température, vous mettez un suppositoire pour sa température, vous déshabillez, mettez en sécurité avant de pouvoir consulter ou bien l'enfant dans un centre médical. Voilà. Donc alors, je retiens qu'il faut absolument rester calme, très calme. J'aurais souhaité qu'on ait quand même une petite démo des gestes qu'on va aller faire tout à l'heure, avec le soutien de maman Sidonie. Mais comment tu te sens au moment où tu te rends compte qu'il fait la crise, hormis qu'est-ce qui te revient tout de suite en tête? Moi, je croyais que, bon, pour moi, quand elle a vu ça, moi, elle me disait qu'il allait mourir, que c'était le coma seulement. Quand elle a vu ça, moi, j'étais désespérée. Puisque d'abord, même sur la grossesse, au courant de la grossesse, même je n'étais pas en santé. Moi, je voyais déjà comment j'ai perdu tout le temps. Oui, ça me dérange, ça m'avait vraiment dérangé. Jusqu'à aujourd'hui, son papa n'arrive pas à accepter ça, mais moi j'ai déjà pris ça comme ça. Moi, je vis déjà ça avec comme ça. Là. Oui. Une épreuve difficile. Hein. Donc, on vous invite à regarder tout de suite, Doc, la question d'une de mes téléspectatrices, Sacrés Parents, envoyée sur la page Sacrés Parents au pluriel. Bertie et Sommet depuis Yaoundé nous a envoyé la question: est-ce qu'il est conseillé de presser le lait et le conserver? Si oui, comment? Les mamans qui ont une activité, qui travaillent par exemple, et à qui on conseille de maintenir l'allaitement maternel, ils peuvent très bien presser le lait et le conserver, mais il faut avoir beaucoup de précautions. Parce qu'il faut que le bocal soit bien propre, stérilisé, oui. Bien sûr. Il faut qu'il n'y ait pas de manipulation de plusieurs personnes, les mains soient bien lavées. Si elle a un tire-lait, que ce soit bien stérilisé aussi. Elle presse son lait dans le biberon, si c'est un biberon, et puis elle le ferme, mais n'est-ce pas, au frais. Mais il y a un temps quand même qui ne doit pas être excessivement long, parce que quand le temps est très prolongé, ce n'est plus très prudent. Donc, parce que le lait peut s'infecter. Donc voilà. Je récapitule, il faut veiller à ce que tous les instruments que vous allez utiliser pour tirer le lait soient propres, stérilisés, oui. Absolument, et qu'ensuite donc vous allez conserver le lait de bébé au frais. Au frais, oui. Mais pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on va dire 1 heure, 2 heures. 3 heures, jusqu'à 3 heures ça peut aller, 3 heures c'est bon, oui. Voilà. Et après on le réchauffe un petit peu quand même. Non, on lui donne. Quand on peut le faire tiédir un peu. Oui, oui, tout à fait. Pour que l'enfant n'ait pas un goût trop frais. Exactement. Le tiédir un peu, tout en testant sur le dos de la main. Tout exactement. À fait, oui. Parfait. D'accord, mais est-ce que justement le lait maternel, quand on décèle l'épilepsie chez le bébé, oui. Il continue à téter? Ah non, il faut qu'on continue. Il n'y a pas de problème par rapport à l'allaitement. C'est une maladie qui peut dire comme tous les autres, qui n'empêche pas qu'un maman puisse donner de lait à son enfant, à son lait. Au contraire. Au contraire, c'est même très recommandé. Le lait étant riche en beaucoup d'anticorps, de substances nutritives, on conseille que la maman, même si l'enfant est épileptique, si l'enfant fait des crises d'épilepsie, qu'elle continue à allaiter son enfant, comme tout autre enfant d'ailleurs. Donc, alors, dans son cas, la question ne se pose pas parce que ça s'est arrêté à un moment. Tout à fait. Donc, il a pris ton lait pendant combien de temps? 1 an, 4 mois. Voilà. Ah, quand même. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Ah, c'est un bon mangeur. C'est un bon mangeur. Je vois que ça n'a pas changé grand-chose à la forme. C'est bien. Mais est-ce que la maman n'a pas un peu peur à un moment que
Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des crises pendant que le bébé tète? Les crises peuvent avoir lieu à tout moment. Elles sont d'ailleurs souvent surprenantes. L'improviste. Si ça arrive pendant que l'enfant, elle doit arrêter parce que l'enfant peut faire une fausse route. Il doit d'abord arrêter l'allaitement, l'alimentation, disons. Et comme j'ai dit, attendre que la crise cesse, prendre son calme et faire donc appel à l'équipe médicale, à faire aller au centre de santé ou au centre médical, que la crise passe avant qu'elle recommence l'alimentation. Parce que l'enfant peut faire une fausse route en pleine crise. Ce n'est pas prudent de continuer pendant que l'enfant fait la crise. L'enfant fait la crise. C'est Donc vous l'avez bien compris, hein, ce n'est pas prudent de continuer pendant que l'enfant fait sa crise. Il risque de faire une fausse route, c'est-à-dire que le lait lui passe soit par le nez, soit par une autre voie, et ce qui pourrait causer un autre problème au bébé. Alors si vous aussi vous avez envie de participer, de venir sur ce plateau avec moi, avec Mama Elise, et partager les thèmes que nous avons concoctés rien que pour vous, nous vous invitons à nous envoyer vos souhaits, vos vœux sur la page Sacré Parents au pluriel de Facebook, ou bien vous nous envoyez un petit message sur le 81 93. Alors, maman, tout à l'heure, on était en train de parler de ce que tu as ressenti au moment où Divin a recommencé à faire ses crises. C'était pénible, dur, douloureux. Papa, lui, comment il l'a pris? Bon, quand il a repris la prise, quand je lui réveille la nuit, voici que c'est plus convulse. Dès qu'il a sursauté du sommeil, comme il dit que convulser c'est quoi? Il a seulement porté, puisqu'il était entre mes mains. Il m'a dit, donne-moi l'enfant, regarde ce qu'il fait. Il dit que ouais, il est en train de convulser. Dès qu'il a pris l'enfant, il est seulement sorti. Il est allé au centre de santé, une clinique qui est non loin de la maison. Ouais. Et vous abordez le sujet entre vous, ou chacun le vit en silence? Non, bon. Chaque fois quand je lui parle de ça, bon, tout ce qu'il dit, c'est ça ira, mais je ne veux plus revoir ça. C'est tout ce qu'il reprend. D'accord. Donc il a fait des crises, il a repris les crises à 1 an et demi. 1 an, 3 mois. À 1 an, 3 mois. Ouais. Donc après plusieurs démarches dans plusieurs centres de santé, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital La Quintini, confié au docteur Noël avec nous. Il fait toujours des crises? Non, pratiquement pas. Ça fait plus d'1 an quand même. D'accord. Il n'a plus fait ça. Est-ce que c'était douloureux pour lui? Oui, bon, c'est pas trop. Mais plus pour lui, il voit que c'est même déjà fini parce qu'il me demande quand est-ce qu'on va arrêter les médicaments. D'accord. Il a déjà me donné qu'actuellement, même son médicament est en rupture depuis 3 mois, on ne voit pas, on est assez fatigué. Il dit qu'on va donner jusqu'à ce que le médecin décide, puisqu'on n'a pas encore décidé l'arrêt des médicaments. Est-ce que le traitement est... Alors, premièrement, est-ce que c'est douloureux pour l'enfant? Ensuite, est-ce que le traitement est long? C'est pas douloureux, mais c'est quand même relativement difficile quand on n'a pas bien compris l'importance du traitement. Maintenant, pour la longueur du traitement, c'est assez, je peux dire, relativement long. Le critère étant qu'il faut que l'enfant fasse au minimum 2 voire 3 ans sans crise. Sans crise, donc minimum 2 ans, mais très souvent on va jusqu'à 3 ans sans crise, avant que le médecin traitant puisse essayer, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche, essayer d'arrêter le traitement. Et l'arrêt est vraiment progressif. Et quand on arrête comme ça, parfois avec un peu de chance, l'enfant ne reprend pas les crises. Mais il y a un certain nombre de cas où, ayant essayé d'arrêter, l'enfant refait les crises et on est obligé de reprendre le traitement à là zéro. où on s'est arrêté. Là, c'est un très long cours, parfois c'est très pénible, mais on est obligé parce que plus l'enfant fait des crises, plus il y a le risque, n'est-ce pas, pour ses acquisitions, n'est-ce pas, que l'enfant puisse... Surtout l'enfant qui doit fréquenter, qui doit aller à l'école. Tout à fait. Plus les crises sont prolongées, plus elles sont répétées, on a un impact négatif sur ses connaissances, ses acquisitions scolaires. Et c'est justement la question que je voulais poser. Sidonie, est-ce que Divin va à l'école? Il a 4 ans? Non, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école? Ça fait à peine 4 mois qu'il est même dégagé comme ça. Donc en septembre passé, il n'était pas comme ça. Il ne pouvait même pas voir main tu comme ça, il poursuit. Il était là comme ça. Donc inerte. Il était là. Il ne pouvait pas tenir même main tu. Il ne pouvait pas boire de l'eau ou manger seul, non.
Donc il a fait des progrès remarquables. Donc là, il découvre son environnement. C'est pour ça qu'il est aussi dynamique. C'est en septembre prochain là qu'il doit aller. Même parler là, il ne parle pas. D'accord. Mais il s'exprime, je pense. Vous avez un mode de communication. Lui et moi, nous comprenons voilà. parce que pratiquement nous passons tout le temps ensemble. Mais laisse-la avec vous ne pouvez pas entendre ce qu'il dit. Oh, c'est pas sûr. Hein. J'ai peut-être des pouvoirs de sacrée maman aussi, hein, vous savez. Docteur, est-ce que définitivement ça ralentit, ça freine l'évolution de l'enfant? Deux réponses. Premièrement, la maladie qui est à la base de l'épilepsie peut aussi être celle qui entraîne que l'enfant ne puisse pas bien suivre à l'école. D'accord. Donc c'est fréquent. D'autre part, la maladie elle-même, l'épilepsie elle-même, si elle n'est pas soignée et stabilisée, influence négativement sur ses acquisitions, sur son intelligence. Et par conséquent, il faut à tout prix que les crises soient arrêtées. Plus ça se répète, surtout quand c'est en projet, surtout, ça va jouer sur, n'est-ce pas, ces possibilités d'acquisition scolaire. Et la troisième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi des médicaments qui traitent les crises, mais qui, comme effet secondaire, de jouer sur l'intelligence de l'enfant. Parfois, on est gêné parce qu'on n'a pas tous les produits sous la main. Les quelques rares qu'on a ont des effets secondaires, parmi lesquels la perte la réduction des capacités de l'enfant à apprendre. Donc, il y a donc trois composantes. La maladie causale peut jouer sur son intelligence. Les crises, quand elles sont répétées et prolongées surtout, peuvent jouer sur l'intelligence. Et certains médicaments qu'on a sous la main peuvent également jouer sur l'intelligence de l'enfant. Donc, ça fait trois facteurs qui font que, effectivement, si l'enfant a suivi très près, surtout au niveau scolaire et son développement. Mais est-ce qu'il y a moyen, justement, aujourd'hui, de leur apporter tout de même un certain nombre de soutiens sur le plan scolaire pour qu'ils ne soient pas complètement en marge de... comment est-ce que Maman Sidonie, par exemple, aujourd'hui, arrive à lui apporter des notions sur les couleurs, l'alphabet, compter, comment tu fais ça? Bon, avec moi, quand je lui demande de dire un truc, par exemple, si je lui dis A, lui il répète ce que j'ai dit. D'accord. Oui. Si je lui montre les couleurs là, donc parfois je verse ses jouets au sol. J'essaye un peu de prendre même deux pour voir s'il peut constater qu'on a pris. Il cherche. Là, je reconnais qu'il reconnaît que... Qu'il mémorise? Oui, qu'il mémorise qu'il y a deux trucs qui ne vont pas avec. D'accord. Maman Élise, ça va? Tu me gardes les noyaux, s'il te plaît. Oui. Les noyaux des mangues, non? Oui, je voulais poser une question. D'accord. Souvent, il y a des enfants qui, parce qu'ils sont malades, ils ont une température élevée, ils ont des réactions comme si c'était l'épilepsie. Oui, parce qu'ils convulsent. Oui, il y a des enfants qui, quand ils font de la fièvre, convulsent. Est-ce que ça a un rapport avec l'épilepsie? Voilà. C'est une question importante. Effectivement, les enfants des nourrissons en général, parmi ces nourrissons, il y a un certain nombre d'enfants qui font des crises convulsives quand ils ont une forte température. Ça s'appelle convulsion fébrile. Et parmi ces enfants-là, il y a un certain nombre d'enfants qui ont des convulsions fébriles qui sont compliquées. Une grande partie, c'est des crises convulsives simples. C'est-à-dire que quand les crises sont à moins d'un an, c'est pas bon. Ça, ce sont des crises qui sont, on peut dire, compliquées. Quand l'enfant fait une crise qui dure plus de 15 minutes, c'est pas aussi bon. Quand la crise se répète au cours de la même fièvre, c'est pas également bon. Mais si la crise, à la fin de la crise, l'enfant a un déficit, une petite paralysie, comme conséquence, c'est pas également bon. Et déjà dire que l'enfant qui est à l'âge de moins d'un an, c'est pas bon également. Ces éléments-là font que ces enfants-là seront suivis parce que parmi eux, un certain nombre va faire plus tard des crises épileptiques. Mais ils ne sont pas nombreux. Une petite minorité doit faire plus tard des crises épileptiques. Et il faut donc qu'on les suive particulièrement parce qu'il faut être vigilant et pour éviter, n'est-ce pas, qu'ils arrivent au stade de l'épilepsie. Mais la base, c'est des convulsions fébriles, ce n'est pas des crises épileptiques en tant que telles. D'accord. Des convulsions fébriles. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça justement, je ne sais pas si vous allez me corriger, enfin tu vas me corriger après, est-ce que le cas de l'épilepsie chez l'enfant peut être décelé si à un moment effectivement l'enfant convulse et qu'il n'a pas de température? Très bien. Donc quand l'enfant convulse pour la première fois, il faut aller voir le médecin. Le médecin ou le pédiatre ou le neuropédiatre
qui puisse investiguer pour voir la cause de la convulsion, qui puisse faire des investigations appropriées pour essayer de voir si on peut trouver une cause à cette convulsion. Là, peut être une convulsion occasionnelle qui ne se répétera pas. Là, le médecin va vous dire que non, ne vous gênez pas, il y a un facteur causal qui est temporel, qui est précis. Et tant que ce facteur ne va pas être reproduit, il n'y aura pas de crise. Par contre, il peut y avoir une convulsion qui aura tendance à se répéter. Parce que quand on dit épilepsie, en fait, ce sont des répétitions de façon inopportune, de façon imprévue des crises épileptiques. Donc pour les convulsions, il n'y a que le médecin pour investiguer, pour vous dire si dans ce cas particulier, on peut se rassurer, ou alors dans ce cas particulier, on doit faire attention parce que cet enfant aura tendance à refaire d'autres crises. Donc il faut qu'on le suive de façon très, très appropriée. D'accord. Merci beaucoup Noël. J'ai envie de vous présenter un personnage très spécial qui arrive toujours de manière inattendue. Il s'appelle John Williams. C'est notre futur papa qui attend un enfant qui, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va naître, mais en tout cas son enfant est en route. Et qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Bonjour toi. Un futur papa qui arrive de manière inopinée. Je fais un peu la crise d'émission. Alors c'est vrai, quand on est futur papa, on a cette inquiétude, on veut prendre toutes les précautions parce que jeune, pour qu'il n'y ait pas de danger. Donc ce matin, je m'appesantis un peu sur les dangers. Comment éviter les dangers domestiques à nos enfants? Comment faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir? C'est très difficile et les gens ne le savent pas, ou peut-être très peu, mais c'est principalement à l'intérieur de la maison qu'a lieu la plupart des accidents des enfants de moins de 6 ans. Ouais, c'est ce qu'on appelle les accidents domestiques. Les accidents domestiques, voilà. Bah oui, et la majeure partie des accidents pour les enfants qui vont très peu à l'école, les enfants moins de 6 ans en tout cas, j'apprends que la majeure partie des accidents se passe à la maison. Parfois on a peur quand ils ne sont pas à la maison, mais principalement ça se passe à la maison. Alors c'est quoi les risques domestiques? Ils sont très nombreux. Alors il y a déjà les risques de brûlure, par exemple. Les risques de brûlure. Par exemple le bébé qui... l'enfant qui veut toucher la marmite qui est en train de chauffer, qui veut toucher un peu la cuisinière, on vient d'enlever la marmite, le fer à repasser. Alors très bien, je vais juste m'attarder un petit peu sur la casserole, les brûlures dans la cuisine. Vous voyez vos casseroles avec des longs manches. Alors il est très important de retourner le manche à l'intérieur de la cuisinière et non de laisser le manche visible. Parce qu'un petit de 3, 4, 5, 6, par curiosité, c'est « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Et j'attrape et je tire. Et donc le contenu me retombe dessus, il était chaud, brûlant. Et voilà un accident de causer, alors qu'on aurait pu juste faire ce geste-là, retourner à l'intérieur. Et toujours dans la catégorie des brûlures, parce que c'est sur ce cas qu'on est, les risques de brûlure. On a également les fers à repasser branchés. Les fers à repasser branchés ou à peine débranchés. Alors là, c'est un énorme risque pour les enfants qui passent, qui sont en train de vouloir toucher. Peut-être maman, elle allait regarder la marmite à l'intérieur et elle a laissé le fer à repasser. Et le petit, très curieux, parce que tous les enfants sont curieux, il met la main. Sur l'habit. Il touche la main et là il se brûle. C'est un énorme risque de brûlure, donc vraiment tout le temps faire attention à ça. Maintenant il y a des mamans qui vont dire que je fais ça comme ça, au moins quand il se sera brûlé, il saura qu'il ne doit plus toucher. Mais bon, ça fait quand même un peu cher payer le risque. C'est que quand l'enfant se brûle qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il touche le feu. Donc après, et là c'est les risques de brûlure, mais au-delà des risques de brûlure, il y a des risques encore plus graves, c'est les risques d'électrocution. Et ça c'est vraiment le souci qu'il faut à la maison, il faut vraiment prendre soin de ça parce que d'abord les prises non sécurisées, c'est important, il faut le dire aux parents qui nous écoutent, privilégier les prises sécurisées à la maison parce que l'enfant, quand il est curieux, quand il est jeune, quand il est vif comme notre petit là, comme divin, il peut prendre une fourchette directement, il la branche. Donc pourtant quand c'est sécurisé... Et lui après il est branché. Après il est branché à ça, ça fait bzz là dans sa tête là. Et donc ça fait quoi? Dans sa tête. Il y a ça, il y a également les multiples prises. Tu arrives dans les maisons, dans les salons, il y a des prises, il y a des rallonges partout, qui traînent partout. Là, c'est vraiment à avoid, c'est vraiment à supprimer dans la maison parce que ces prises multiples là, ces trucs, quand c'est visible, l'enfant il est curieux, il a envie de toucher.
Mais également, dans ce que je dis, c'est également non seulement éviter que l'enfant ne soit n'ait accès à ça, mais également éduquer l'enfant sur les risques qu'il pourrait y avoir en touchant ces éléments-là. Donc c'est pour tout le temps en faisant, genre, à chaque moment, vous devez lui dire non, fais pas ça, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Pas. Ouais. Ça fait mal. Bien sûr. Voilà. En lui expliquant pourquoi. Oui, voilà. Et il y a des femmes qui laissent par exemple leurs sèche-cheveux traîner dans les toilettes. Là. Le bébé, il peut prendre et il met ça dans l'eau, hein. Là, et je raconte même pas. Ça fait bzz. Évitons en tout cas tous les objets à la maison qui pourraient créer des risques d'électrocution, les fils dénudés. Vous avez parfois des fils, des ampoules qui traînent, les trucs dans le genre. Vraiment, il faut éviter ça au maximum. Également, les autres risques, c'est les risques de chute. Ouais. Des risques de chute, parce qu'avec quand on finit de faire le ménage, le sol est glissant, le sol est mouillé, il faut éviter. Il faut également... Il faut attendre que ce soit bien sec avant de laisser l'enfant. Oui. Que ce soit super bien sec. Les escaliers. Les escaliers, c'est un gros problème. Ouais. Apprendre aux enfants comment monter les marches, leur dire comment et avec qui, comment, bref, ça dépendra de l'âge. Hein, parce qu'à un certain âge, l'enfant ne peut pas facilement... se mettre à monter ou à descendre les marches. Disons qu'il y a des rampes, hein, non pas des rampes, des barrières qui empêchent à l'enfant d'accéder à l'escalier. Et ils sont d'autant plus dangereux, surtout quand c'est un escalier descendant et que l'enfant se jette comme ça dans le vide et arrive en bas beaucoup plus vite que prévu. Ah, ça ? Et avec des bobos en plus. Ouais. Donc ça en bonus. Et tu pars de chute, il y a également ces fenêtres qui sont accessibles. Ah ouais. Les fenêtres qui sont accessibles, il faut éviter les fenêtres qui sont beaucoup trop accessibles aux enfants et tout ça. Ça peut déranger parce que soit la fenêtre est ouverte, il s'en va, il saute, soit c'est la fenêtre qui peut facilement ouvrir parce qu'il est curieux. Et également, il y a un autre risque, le risque d'intoxication. La javel, les produits d'entretien, les produits d'entretien, les produits de bricolage, la peinture et autres. L'enfant, lui, tout ce qu'il veut, c'est ingurgiter, c'est goûter, savoir ce que ça fait. Donc c'est exactement ça, out of the reach of the children. Ouais. Donc c'est... Hors de quoi. et en dernier, je donnerais un dernier risque, vraiment éviter les petits instruments de bricolage. Quand on va faire le bricolage, il laisse tout traîner. Les clous, les tournevis, les marteaux, les échelles, tout ça là. Les outils électriques, les outils tranchants, les trucs qu'il faut éviter. Parce que l'enfant, quand il passe... il est curieux. Il est curieux. Hein. Il est vraiment, vraiment curieux. Mais vraiment, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à vos enfants à reconnaître et à éviter les dangers de la vie courante dès leur jeune âge. Ça leur permettra de grandir avec ça. Et le secret pour les parents qui nous écoutent, les futurs parents comme moi, qui sont futurs papas, c'est de se mettre dans la peau d'un enfant de 2 ans en regardant l'intérieur de chez soi. Quand il y a l'enfant qui arrive, quand votre femme est enceinte, vous commencez déjà à réfléchir, à vous dire, si je suis un enfant de 2 ans, qu'est-ce que j'éviterais, qu'est-ce que je ne voudrais pas. Et c'est à partir de là, je pense que qu'on commence déjà à visualiser les risques qu'on pourrait avoir. Merci John Williams. Alors maintenant, j'ai envie qu'on passe à un élément très très important. Il se trouve effectivement que nous en avons parlé tout à l'heure avec Dr Joakep. Écoutez, le temps qu'on arrange juste le plateau pour la petite démo, on regarde les petits génies, les exploits de nos chérubins et on se retrouve juste après. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un vin à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Joyeuse Pâques avec Kinder Joy et son pack surprise. Max! 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 Mon bébé! Vos bouts de chou font des exploits.
Envoyez-nous la vidéo sur notre page Facebook Sacré Parents suivie de la mention « J'autorise la diffusion » et gagnez des lots surprises Kinder si votre vidéo est diffusée. Sacré Parents pour des enfants sacrés. Ok, bah écoutez, c'était Max. Je ne sais pas ce qu'il y a de si rigolo quand il entend son nom. Max, Max, allez, riez au maximum, la vie n'est pas si triste. Alors, là, je pense que tout est en place, docteur. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait au téléphone, lui, on est en pleine émission? Fais semblant. Ok, on peut y aller. Bon, on est parti. Hein. Ok. Donc, en cas de crise, vous savez que les crises peuvent avoir lieu à tout moment, à tout instant, à toutes circonstances. Donc, si un monsieur comme celui qui est à côté de moi entre en crise subitement, qu'est-ce que vous faites? Vous le tenez rapidement, vous le faites coucher. Voilà. Voilà. Sur le côté, vous cherchez à le mettre en position de sécurité, côté droit ou gauche, avec un oreiller, si on enlève, comme ça là, tête un peu en extension, en dégageant tout objet qui puisse le blesser. Vous notez l'heure, s'il vous plaît, et vous mettez en extension comme celle-ci. Vous notez l'heure. S'il y a une chemise qui le sait, vous déboutonnez la chemise. Vous déboutonnez la chemise. Et puis, vous attendez calmement, vous vous calmez vous-même, vous attendez que la crise passe en mettant la tête toujours en extension et sur le par rapport au corps. Vous vous calmez, vous notez l'heure. En principe, à moins de 3-4 minutes, ça devrait s'arrêter. Et si ça s'arrête à ce moment-là, vous pouvez donc le réveiller, vous l'amener à l'hôpital, ou bien alors, si ça continue à traîner, vous appelez du secours, un médecin ou bien un infirmier ou bien une autre personne qui va vous aider à le mettre dans un taxi ou dans un véhicule pour l'amener à l'hôpital. Mais il faut rester tellement calme, tête en extension, un peu sur le pas pour le reste du corps, évitant tout ce qui peut le blesser. D'accord. Ne rien mettre dans la bouche. Ah, surtout pas. Rien du tout. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Non, il va rester couché. Il va rester couché. Comme ça, il ne mettra rien dans la bouche jusqu'à la fin de l'émission. D'accord? C'est très, très bien. J'aime bien cette émission, finalement. Merci, nous invitons à reprendre place. Sidonie, ça te rappelle de mauvais souvenirs? Hein? Non. C'est terminé? C'est tout ce qu'on souhaite que ce soit terminé. Qu'est-ce que tu envisages comme avenir pour Divin? Bon, comme avenir pour Divin, j'aurais voulu... Bon, je souhaite que ça s'arrête à ce niveau et que Divin puisse aller à l'école comme tous ses amis et puis devenir ce qu'il veut. Plus tard, quand il sera là. Ouais. Comment se passent les rapports avec sa grande sœur? Bon, que ce soit sa grande sœur ou son petit frère, ils savent que le frère a un handicap. D'accord. Oui, ils connaissent ça. Donc, il n'y a pas de problème. Il est têtu, comme vous voyez là, il est tellement turbulent. Non, il est vivant, il découvre le monde. Il est comme vous. Alors, Doc, je ne peux pas le laisser chez quelqu'un. C'est moi ce qui connaît comment je lui gère. Alors ça, est-ce que c'est un frein également à l'épanouissement d'une maman que d'avoir... Non, la maman doit comprendre que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Oui. Il faut bien connaître le cas de l'enfant, ne pas penser qu'elle est pire que les autres maladies. Et le prendre comme tout enfant normal et il doit l'accompagner dans son éducation, dans son évolution. Et le faire aller à l'école comme tout enfant. Et avec le temps, on verra ses capacités. Il sera orienté en fonction de ses capacités. Pas en fonction de ce qu'on désire, mais en fonction de ce qu'un enfant est capable de faire au fur et à mesure de l'évolution. Maman Élise, je vois que tu as terminé ta superbe salade de fruits. On a dit, qu'est-ce qu'il y avait dedans? J'ai dit la pastèque, oui, la papaye, la banane et la mangue. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu n'as pas mis d'ananas ni d'orange. Je n'ai pas mis d'ananas, justement parce que je voulais un mélange assez doux pour déjà l'enfant qui est malade et toute la famille peut se régaler. Docteur Noël, sur le plan alimentation, est-ce que justement il y a une prescription, il y a des aliments à proscrire, d'autres à favoriser? Donc là, je vois, elle n'a pas mis d'orange, elle n'a pas mis d'ananas non plus. Voilà, effectivement, c'est une question importante.
Puisque souvent on raconte beaucoup de choses au quartier sur les interdits alimentaires. L'enfant qui est épileptique, qui souffre d'épilepsie, doit manger comme tout enfant normal. Il n'y a pas de restriction en termes d'alimentation. Les repas normaux, variés, comme d'habitude. Mais étant donné que le sommeil fait partie des recommandations pour que l'enfant puisse se récupérer, il doit bien dormir. Il est mieux d'éviter tout ce qui empêche le sommeil. D'accord. Hein, bon, les colas, les excitants, le thé, le café, il faut les réduire. Les réduire au minimum parce que ça peut empêcher l'enfant. Or, le sommeil est important pour sa santé. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'elle n'a pas mis d'orange. Peut-être qu'elle a pensé à ça justement. Mais même si pas d'orange, ce ne sera pas de façon trop excessive. Mais il faut éviter tout ce qui empêche le sommeil. D'accord. Le sommeil fait partie du traitement de l'enfant, le repos. Éviter les réveillons, éviter les veillées, éviter les sommeils trop brefs. Il faut avoir un sommeil régulier à de bonnes durées. Parce que quand il y a un déficit dans le sommeil, ça peut aider les crises à survenir. Alors on doit bien dormir, bien siester en journée et bien dormir la nuit. Se coucher assez tôt. Il dort beaucoup, Diva? Ah, parce que là, son petit frère, lui, j'ai l'impression qu'il dort plus que lui. Hein. Non, lui, il dort plus que son petit frère. Ah, bah c'est tant mieux. Oups là, dans la bouche. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sidonie, si tu avais un mot, un petit conseil à donner aux mamans qui sont dans ton cas et surtout à ces personnes qui pensent que c'est mystique ou mystérieux, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais à toutes les mamans, qui me regardent maintenant, que la maladie, elle est brusque, mais ça rentre progressivement, donc elle ne peut pas finir tout d'un coup. C'est l'expérience que moi j'ai vue en Divin. Et je pense que sur tout d'autres bébés, c'est pareil. Donc il faut s'armer de beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Tu es une sacrée maman et nous te souhaitons tout le courage du monde. Merci. Merci beaucoup. Alors Doc, oui, un petit conseil pour les téléspectateurs et téléspectatrices, les mamans, leur ils sont pas sacrés. Leur dire qu'il faudrait qu'on cesse de stigmatiser les malades, les enfants qui souffrent de cette maladie épileptique. Ce n'est pas plus grave que d'autres maladies. Sur 100 enfants épileptiques, on a au moins 75 à 80 qu'on peut traiter et guérir. Ils guérissent bien. Donc il n'y a qu'environ 15 à 20% qui sont difficiles, qui sont n'est-ce pas, résistants. Donc sur 10 enfants, on a au moins 8 qu'on peut traiter et guérir. Donc il n'y a pas de raison que ces enfants soient stigmatisés. On a chez les guérisseurs disant que c'est eux qui sont en maladie. Non. Il n'y a pas de raison à cela. Donc s'il y a des cas, les mamans doivent consulter le médecin le plus proche, le spécialiste, neurologue, neuropédiatre, pédiatre, etc. En se disant que en souhaitant que l'enfant soit parmi les 8 cas sur 10 qui sont pris en charge, qui guérissent de la maladie. Et puis autre chose, c'est que dans la vie courante, il ne faut pas les stigmatiser. Il faudrait, n'est-ce pas, quand même informer l'instituteur ou le directeur que l'enfant a telle maladie, mais qu'il est suivi, qu'il est sous contrôle. Par rapport au sport, l'enfant doit faire pratiquement tous les sports. Il y a un petit bémol par rapport à la natation quand même, parce qu'on ne sait jamais. Il serait prudent que si l'enfant fait la natation, qu'il y ait un maître nageur pour lui, pour le contrôler, parce que il peut arriver qu'il fasse une crise en pleine natation. Tout à fait. Pour les autres sports, nous connaissons beaucoup les sports collectifs. C'est très épanouissant. Le vélo, bon, vraiment, il faut être quand même prudent. Mais les sports collectifs sont très conseillés. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'alimentation est riche et variée, équilibrée, comme tout enfant normal. Il n'y a pas d'interdit en termes d'aliments en tant que tel. Et la vie active, les enfants, ils sont... Je veux dire, il faut qu'ils soient épanouis comme tous les enfants de leur âge. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mis à la marge ou bien mis de côté. Merci beaucoup, docteur. C'est ce qu'on pouvait dire en termes de conseils. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour votre contribution. Et puis, je rappelle que les médecins que vous voyez dans notre émission, Sacrés Parents, sont des médecins qui nous viennent
des différents. Alors, merci beaucoup, docteur, pour votre contribution dans cette émission. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec l'hôpital La Quintini de Douala, d'où nous viennent un bon nombre des médecins que vous rencontrez sur ce plateau, mais qui viennent aussi de manière bénévole. C'est question de réellement vous donner tous les éléments qui vous permettront de réagir de manière juste en cas de souci à la maison, et surtout de lever le voile de la stigmatisation sur certaines maladies qui malheureusement rongent nos tout petits. Donc maman Élise, Oui. je vois que tu es fin prête pour déguster cette délicieuse salade de fruits. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de fin pour nos téléspectateurs chéris? Oui, j'ai un petit mot de fin à l'endroit des parents. Ce que je dirais, c'est de prendre soin de leurs enfants dès les premiers jours de leur naissance, et pour observer l'enfant, parce que c'est en observant que cette maman a décelé les anomalies que son enfant avait. Et pour ceux qui sont à la maison, en plus des objets blessants, éviter aussi les seaux d'eau qui sont à découvert. Parce que si l'enfant trempe la tête pendant la crise dans un seau d'eau, peu importe la quantité d'eau, l'enfant peut en mourir. Voilà, je pense qu'avec ces conseils, nous allons bien garder nos enfants. Ah ça, sacré maman Élise va. Alors notre sacré futur papa. Le message principal à garder, c'est vraiment précaution. Et comme on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir, parce que il faut carrément éviter. Mais autant les parents, autant nous les parents ou futurs parents que nous sommes, devons prévenir, mais également nous devons éduquer les enfants quand ils sont déjà là à eux-mêmes, prendre des précautions, à eux-mêmes savoir c'est quoi le danger, à eux-mêmes savoir de quoi ils souffrent, eux-mêmes les enfants, pour qu'ils puissent eux-mêmes savoir comment se protéger. Moi, je croyais que le plateau, c'était pour nous servir. Je vois qu'apparemment, tu as décidé de garder ça chez toi. Non, bien sûr que j'arrive. Pendant que je fais ma capricieuse et que je déguste cette délicieuse salade de fruits, je vais vous inviter à regarder notre page Facebook, www.mymarabout.com. Vous allez avoir toutes les émissions de Sacrés Parents pour celles que vous avez manquées. Et évidemment, nous sommes réellement heureux de vous compter tellement présents sur la page Sacrés Parents à poser des questions. Posez-les, nous y répondrons avec énormément de plaisir. On se retrouve à très bientôt pour cette émission Sacrés Parents pour des enfants sacrés.